Salut à tous et bienvenue dans Sur le Web, votre condensé d'actu et de high-tech venu du web. Au programme aujourd'hui, les États-Unis se révoltent face à la relaxe du policier qui a tué Eric Garner. Une sentence dramatique pour un blogueur iranien. Le meilleur de l'innovation des startups, c'est dans votre Flash Tech. L'anniversaire des 20 ans déjà de la PlayStation que l'on fêtera ensemble. Et enfin, on terminera avec l'œil du net, un pari perdu qui finit sur la toile. En juillet dernier, Eric Garner, un Nord-Américain de 43 ans, surpoids et asthmatique, est saisi par le cou par des policiers le soupçonnant de trafic de cigarettes. Lors de son arrestation, il dit ne plus pouvoir respirer. Quelques minutes après son arrivée à l'hôpital, il décède, provoquant l'émoi aux États-Unis. La vidéo dramatique de l'intervention musclée avait fait le tour des réseaux sociaux en juillet dernier. Je vous propose de la regarder. Don't touch me, please. Do not touch me. Put your hand behind your back. I can't breathe. 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 So there, anybody call the ambulance? Hey man, what's your name? Just keep on stand it up. Et après les mois, c'est la colère qui s'est emparée du net. Le grand jury de New York a décidé ce mercredi 3 décembre de ne pas poursuivre le policier à l'origine du décès d'Eric Garner. Manifestation dans les rues une semaine après la décision de Ferguson. Et sur le net, c'est le hashtag Crying While White, commettre des crimes quand tu es blanc, qui se hisse en tête des tendances. Ce sont donc les blancs américains sensibles à la violence policière envers la communauté noire qui se mobilisent et racontent la clémence des policiers lorsqu'ils sont arrêtés. Histoire vécue ou tout simplement inventée, rien ne le prouve. L'idée derrière ce hashtag est évidemment de dénoncer, de mettre en lumière un deux poids deux mesures pour la communauté noire aux États-Unis. Pour en parler avec nous, Charlotte Rocoquillon, vous êtes docteur en géopolitique. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on va parler de ce hashtag dans lequel donc les internautes blancs pointent la clémence des policiers. Est-ce que cette mobilisation des blancs aux États-Unis pour la communauté noire a quelque chose de surprenant ou c'est quelque chose de complètement normal? Bonjour d'abord. Je vous remercie de m'avoir invité. Je pense pas qu'on peut dire du tout que ce soit quelque chose de normal. Néanmoins, ça existe. Il y a toujours eu des activistes qui lèvent la voix sur ce genre de cas. Néanmoins, c'est vrai que c'est souvent perçu comme un problème de noirs. Et les États-Unis sont tellement divisés que la majorité de la communauté blanche n'a pas conscience de la profondeur de la stigmatisation et des violences dont sont victimes les Noirs. Donc du coup, effectivement, que ce hashtag émerge, c'est quand même une assez bonne nouvelle parce que ça montre que on a une prise de conscience doucement, non pas seulement du racisme dont sont victimes les Noirs, mais du privilège qui accompagne et du privilège blanc qui accompagne ce racisme. Et ce qui est pointé dans ce hashtag, c'est la réaction qui est dite différente, en fait, le mode opératoire au cours des arrestations entre les Noirs et les Blancs. Est-ce que cela est confirmé par des études? Est-ce que dans les faits, il y a une manière différente d'appréhender un délinquant blanc ou noir aux États-Unis? Absolument. Alors on a des études qui montrent cela très bien. Alors déjà on a les statistiques qui montrent que les Noirs sont beaucoup plus contrôlés, que ce soit à pied ou en voiture, que les Blancs. Et alors pour le coup les Hispaniques aussi sont plus contrôlés. Les Noirs restent quand même en haut de la pyramide, si je puis dire. On a aussi des statistiques qui montrent que les jugements sont plus sévères envers les Noirs. On a des statistiques qui montrent et des études qui montrent que les policiers ont tendance à être plus sévères avec les adolescents et enfants noirs qu'avec les Blancs, notamment parce qu'ils surestiment leur âge systématiquement et donc leur potentiel danger, etc.
Mais je peux préciser aussi que ça dépasse bien évidemment le cadre de la police, parce qu'on observe ça aussi à l'école, par exemple. Les enfants noirs sont plus punis que les enfants blancs. On observe ça aussi dans le sport. Des études montrent qu'en NBA, les arbitres sanctionnent plus souvent les fautes des joueurs noirs que celles des joueurs blancs, etc., etc., etc. Alors, l'actualité lie de manière un peu naturelle les événements de Ferguson la semaine dernière et donc cette sentence, cette affaire Eric Garner. Est-ce que ce sont les mêmes affaires? Est-ce que dans le fond, on parle de la même chose? Bien sûr, on parle tout à fait de la même chose, même si les cas sont différents, hein, les cas impliqués, les personnes impliquées sont différentes, les lieux sont différents. Eric Garner, c'était donc en juillet dernier à New York, Staten Island, alors que Michael Brown, c'était donc dans la banlieue de Saint-Louis, à Ferguson, au mois d'août. Mais évidemment, on parle d'un mécanisme et d'un systématisme qui existe. Et évidemment, ces affaires sont liées. À New York, on a eu de très nombreuses autres affaires de violences policières qui conduisent à la mort ou qui ne conduisent pas à la mort, mais qui sont systématiquement soit les auteurs ne sont pas poursuivis, soit ils sont poursuivis mais pas condamnés, soit il y a des accords amiables qui sont faits et la mairie de New York paye régulièrement des indemnités monstrueuses de plusieurs millions de dollars à des familles de victimes, etc. Donc on voit qu'on a un historique de violence policière aux États-Unis qui fait que évidemment on peut lier tout à fait ce qui s'est passé à New York et ce qui s'est passé à Ferguson. Et tout ça, ça fait partie de la même longue histoire d'oppression des Noirs américains au sein des États-Unis. Ma dernière question sera la suivante. Est-ce que vous pensez que Internet porte cette mobilisation qui est quand même assez forte sur Internet? On a vu le hashtag Ferguson devenir un des hashtags les plus importants la semaine dernière. Est-ce que pour vous, Internet insuffle quelque chose de nouveau dans la mobilisation contre ce que certains appellent de la ségrégation? Alors, je crois que c'est à double tranchant, car je pense que les choses sont vraies, c'est-à-dire que à la fois parce qu'il y a une mobilisation dans la rue, ça fait aussi écho sur Internet. Et effectivement, Internet joue un grand rôle, je pense, dans la diffusion et la, on va dire, la sensibilisation des gens à ces thématiques-là. Ceci dit, en même temps, on s'aperçoit que les réseaux sociaux contribue à la fragmentation de la société américaine. Parce qu'évidemment, on est informé à travers ses propres réseaux et donc ces mêmes informations circulent beaucoup dans certains réseaux et quasiment pas dans d'autres réseaux. Et donc, du coup, on a une Amérique qui ne se rend pas compte, qui ne sait pas, qui ne connaît pas la régularité des cas, etc. Donc, et Internet peut aider. Voilà, Internet peut aider absolument, et tous les hashtags qu'il y avait eu, y compris dans le cas de Trayvon Martin, etc., ou alors Not in My Name, tout ça contribue grandement aux mobilisations et est utile. Merci beaucoup Charlotte Rocoquian d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce cas de cette nouvelle affaire, de cette nouvelle sentence. On part maintenant en Iran où la sentence a été confirmée pour le blogueur iranien Soheili Arabi, 30 ans. La Cour suprême a confirmé la peine capitale prononcée en août dernier par un tribunal de Téhéran, et ce pour un post Facebook jugé comme une offense au prophète. Les avocats du blogueur ont pourtant tenté de sauver la vie de leur client en déclarant, je cite, qu'il était dans un état psychologique déplorable, mais rien n'y fait. Le chef adjoint du pouvoir judiciaire iranien a déclaré que le prévenu était coupable de corruption sur terre et n'était pas pardonnable, mais cela dit, une demande a été déposée et son cas sera examiné à nouveau. Cette condamnation très dure intervient dans un contexte de plus en plus tendu en Iran pour les dissidents en ligne. On voit ici le clip Happy dont les réalisateurs ont été condamnés. Alors selon Reporters sans frontières, depuis le mois de juillet, ce sont au moins 65 militants, journalistes et blogueurs qui sont en prison en raison de leur activité en ligne. Et cela contraste aussi avec les déclarations du tweetophile, président Rouhani, qui veut de plus en plus libéraliser Internet. Allez, on passe maintenant à votre condensé de high-tech dans votre Flash Tech. Apple au tribunal, attaqué par ses propres clients pour abus de position dominante. Les anciens détenteurs de l'iPod, le baladeur d'Apple, estiment qu'entre 2006 et 2009, la marque à la pomme a tenté de les enfermer dans son écosystème avec les fameux DRM. Les DRM, c'est un système qui interdisait tout partage et toute copie au-delà de l'univers Apple, en cause donc une entrave à la libre concurrence et donc à l'intérêt du consommateur.
L'identité biométrique en Israël, ça se précise. Cette semaine, deux grandes banques israéliennes, Leumi et Discount, ont annoncé travailler sur les services et des accès clients basés sur les données biométriques et de leurs clients. Donc en clair, il s'agit de vous reconnaître via vos empreintes, un pas vers le futur dénoncé par certains comme un coup porté à la vie privée. Un casque Bluetooth qui se recharge grâce à l'énergie solaire, il s'appelle Helios et propose de rendre la musique plus écologique. 1 heure de lumière fournit 30 secondes d'énergie. Le casque peut servir aussi de téléphone. Il est équipé d'une fonctionnalité qui permet de s'isoler des bruits ambiants, tout un programme. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet que les internautes peuvent soutenir via la plateforme en ligne Quickstarter. Et on termine avec la future voiture à hydrogène signée Honda. Le constructeur japonais vient d'annoncer le début de la commercialisation de sa berline à pile combustible. Ce nouveau joyau de la marque devrait voir le jour à partir du mois de mars 2016 au Japon. C'est un anniversaire qui va sûrement donner un petit coup de vieux à certains d'entre nous. La PlayStation a 20 ans. Elle est née le 3 décembre 1994 et son anniversaire a été célébré hier dignement par les internautes. 20 ans, 4 versions plus tard, le bébé de Sony a bien grandi. Pour marquer 2 décennies de succès commercial, Sony a publié un petit clip histoire de souhaiter bon anniversaire à sa console mais aussi à ses fans. Il pèse 32 grammes, tient dans la poche et vous promet pour moins de 50 € de traduire en temps réel ce que vous dit votre interlocuteur. Il s'appelle le Cookie Talk. Il parle 25 langues et après des mois d'attente, il est enfin disponible sur le site du fabricant. Voici le mode d'emploi du Cookie Talk en images. A me piace molto parlare, però si vede che tu mi ascolti, vero? Se nota que tú me escuchas, ¿verdad? ¿Cómo llegar a la Plaza de la Reina? Sigue recto 200 metros. WhatsApp, mensaje de Mónica, ya estoy. Une aurore boréale en plein Paris et ce grâce à Ikea. Pour lancer les fêtes de Noël, la marque de meubles suédoise s'est associée à un designer d'art lighting pour reproduire un effet de lumière que l'on peut voir près du cercle polaire traditionnellement. Alors si vous êtes à Paris, cette expérience est donc à vivre jusqu'à la fin du week-end dans la cour du Palais Royal. On regarde. C'est trop pour YouTube. Le tube du chanteur coréen Psy a littéralement cassé la plateforme en atteignant le nombre maximum de vues. Le compteur s'est bloqué cette semaine à 2 147 483 647 vues. Un blocage qui s'explique aussi par la programmation en 32 bits du compteur. C'est un petit peu technique et geek et difficile à comprendre. En tout cas, sur son compte Google+, la communication de YouTube a déclaré « Nous ne pensions pas qu'une vidéo pourrait être vue plus que 32 bits. » Donc c'est avant de rencontrer Psy. Allez, on va passer maintenant à l'œil du net. 100 ans et 10 styles en 1 minute, c'est la recette de cette vidéo timelapse qui comptabilise déjà 2 millions de vues sur YouTube. On regarde.
Et on termine par un pari perdu qui va bientôt passer le million de vues sur YouTube. Défi du pari, reproduire le clip plan après plan et pas après pas de la chanteuse australienne Sia, souplesse inclus. Ça tourne vite au ridicule, mais c'est aussi ça le web. On regarde. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. C'est tout pour ce Sur le Web. Demain, vous retrouverez Virginie Khalifa pour le best-of de la semaine. Dans un instant, un tout nouveau journal sur i24 News. Restez connectés.